Homme politique de talent, grand général de Rome, successeur de Jules César et rival d'Auguste. Bien des noms peuvent définir le personnage fascinant que fut Marc-Antoine, l'un des hommes les plus controversés de la République romaine. Suite à la vidéo précédente, nous avions évoqué la punition damnatio memoriae. Je vous propose aujourd'hui d'aller à la rencontre d'un homme qui a subi ce châtiment. Vous l'aurez compris, nous nous dirigeons donc à Rome en -80 avant Jésus-Christ, à la rencontre du général Marc-Antoine. Marc-Antoine est né le 14 janvier 83 à Rome, au sein d'une famille plébéienne. Il est élevé par sa mère, son père étant mort avant ses 12 ans. Ce père qui, par ailleurs, a laissé de nombreuses dettes à la famille, ce qui entraîna une certaine difficulté financière. Malgré ses déboires financiers, la famille de Marc-Antoine réussit à donner au jeune homme une impressionnante éducation digne de la noblesse romaine. Durant sa jeunesse, Marc-Antoine va rencontrer deux hommes, Publius Scribonius Curion et Claudius Scribonius Pulcher. Ces trois hommes vont rapidement se lier d'amitié et ensemble, pendant de longues années, ils vont commettre leurs premières frasques, découvrir la luxure, l'alcool et les femmes. Et ces belles années vont rapidement s'arrêter. En effet, ces amitiés sulfureuses ainsi que ses nombreuses dettes, notamment laissées par son père, poussent le jeune Marc-Antoine à quitter l'Italie en -58. Il se réfugiera alors à Athènes où il apprendra là-bas la rhétorique, apprendra également l'éloquence et il acquérera un véritable talent d'orateur. Le jeune Marc-Antoine possède donc une très forte éducation hellénistique ainsi qu'une excellente forme physique. C'est un vrai soldat. Seulement voilà, il est perclus de dettes et à part ses nombreuses frasques de jeunesse, il n'a mené aucune grande action. 58 début 57, alors que Marc-Antoine n'est âgé que de 25 ou 26 ans, le proconsul Aulus Gabirius, alors de passage en Grèce, lui propose de l'accompagner. Marc-Antoine fait donc ses débuts dans l'armée en tant que chef de cavalerie. Il parcourt alors les différents théâtres d'opération de Syrie, Palestine ou Égypte. C'est notamment lors d'une de ces fameuses campagnes en Égypte que le jeune Marc-Antoine va faire la rencontre de la dynastie régnant sur l'Égypte, les Ptolémées. Et ça, nous en reparlerons un tout petit peu plus tard dans la vidéo. Seulement voilà, durant la jeunesse de Marc-Antoine, le monde politique romain a quelque peu changé. Durant les campagnes d'Égypte de Marc-Antoine, de l'autre côté de la Méditerranée, Jules César attaquait les Gaules. Celui-ci, impressionné par la grande réputation de chef militaire et notamment de chef de cavalerie de Marc-Antoine, lui proposa en -52 de le rejoindre à Alésia pour combattre les Gaulois. C'est notamment suite à ces nombreuses batailles contre les Gaulois que Marc-Antoine fera partie intégrante du cercle rapproché de Jules César. Marc-Antoine accompagnera donc Jules César sur toutes ces batailles. Il participe notamment à la guerre de Jules César contre Pompée. Il s'illustre également en défendant la cause de Jules César en tant que tribun de la Plèbe en -49. Il sera également à ses côtés lors de la bataille finale à Pharsale, bataille où César vaincra Pompée et où débutera la véritable domination de Jules César sur Rome. Lors des campagnes militaires de Jules César de 48 à 47 avant Jésus-Christ, Marc-Antoine est nommé maître de cavalerie. Il obtient également l'administration totale de Rome et de l'Italie en l'absence du dictateur. Cependant voilà, il s'acquitte plutôt mal de ses tâches, à tel point que pendant un temps, il perdra même la confiance de Jules César qui lui reprendra le pouvoir à Rome. L'un des épisodes de cette décadence est notamment lors d'importantes cérémonies religieuses en l'honneur au dieu Mars, où Marc-Antoine était ivre et a carrément vomi sur l'autel. Le respect des dieux, tout ça. Malgré ça, Jules César maintient sa confiance en son conseiller et le nomme co-consul en 44 avant Jésus-Christ. Aux ides de Mars, suivant la mort de César, Marc-Antoine apparaît donc comme le successeur légitime de la pensée politique du dictateur. Celui-ci profite de l'occasion et fait un discours enflammé appelant à la vengeance, en vengeant la mort de César et en tuant ses assassins. Seulement voilà, ce que Marc-Antoine n'avait pas prévu, c'est que Jules César avait décidé son propre successeur quelques mois auparavant. Il avait adopté secrètement, comme son fils, son neveu Octavien. Celui-ci devient le rival de Marc-Antoine. Ce rival inattendu ne perd pas de temps. Aussitôt arrivé à Rome, il fait déclarer Marc-Antoine ennemi du Sénat et s'associe à ce dernier. Après une cuisante défaite à Médène en 43 avant Jésus-Christ, un autre allié d'Octave, Lépide, un important homme du Sénat, arrive avec une autre armée et force Marc-Antoine à se replier. Alors que Marc-Antoine allait recevoir le coup de grâce, ses ennemis se rendent compte qu'ils ne peuvent non plus se débarrasser de Marc-Antoine.
En effet, aucun des trois hommes ne peut véritablement prendre le pouvoir seul. Ils décident alors de s'associer et de fonder le second triumvirat. Leurs ennemis respectifs sont alors proscrits et pourchassés. Cicéron, auteur des Philippines, des pamphlets virulents envers Marc-Antoine, tombe sur le couteau des assassins et ses deux mains finissent même plantées sur la porte du Sénat. Les armées des deux principaux meurtriers de Jules César, Brutus et Cassius, à la bataille de Philippe en 42 avant Jésus-Christ, le second triumvirat se partage alors le monde romain. Et également, pour envoyer un signal fort de leur alliance, Marc-Antoine accepte d'épouser la sœur d'Octave, la jeune et jolie Octavie. Le monde romain est divisé par le triumvirat en trois parties. Marc-Antoine reçoit donc la partie orientale, dont l'Égypte, Lépide obtient la partie africaine et Octave obtient la partie hispanique et gauloise. C'est alors que Marc-Antoine s'est laissé séduire par l'Orient fabuleux, par le rêve oriental qui a hanté tous les dictateurs de l'Antiquité. Auprès de Cléopâtre, qu'il aime passionnément, Marc-Antoine oublie tout le reste. Rome, Octave et la politique. Il fonde même les prémices d'un royaume personnel comprenant Chypre, la Sicile, la Silésie et l'Égypte. Il partage alors ses territoires entre les enfants qu'il a eus de Cléopâtre. Il revient parfois en Italie, mais à ses yeux, la capitale du monde est désormais Alexandrie. Ville où il mène une existence joyeuse et fastueuse, entourée de tout le luxe, digne d'un despote oriental. Antoine a ainsi lassé nombre de ses partisans. C'est ce moment que Octave choisit pour abattre le dernier rival qui lui reste. La confrontation est inévitable entre les deux hommes et la guerre éclate. Seulement voilà, lors de la bataille navale d'Actium en 37 avant Jésus-Christ, Marc-Antoine et sa flotte sont bloqués dans le détroit. La flotte d'Octave, dirigée par le brillant général naval Agrippa, anéantit la flotte de Marc-Antoine. Marc-Antoine joue alors son va-tout. Il choisit de monter à bord de la galère de Cléopâtre avec le trésor royal et de s'enfuir, laissant ainsi derrière nombre de ses vaisseaux et laissant périr un grand nombre de ses marins. La passion amoureuse, en l'emportant sur la pensée politique, entraîne Marc-Antoine jusqu'à Alexandrie, où il mettra fin à ses jours lorsqu'Octave, en 30 avant Jésus-Christ, s'apprêtera à rentrer victorieusement dans la capitale d'Égypte. Dès qu'Octave eut définitivement vaincu Antoine, étant lui-même un consul, il prit pour collègue le fils de Cicéron. Ce fut pendant ce consulat que la majorité des atrocités commises envers la mémoire d'Antoine furent appliquées. Le Sénat fit enlever les statues d'Antoine, abolit ses honneurs et décréta également qu'aucun des Antoni, les fils de Cléopâtre et de Marc-Antoine, ne pourrait porter le prénom de Marcus. Le jour de sa naissance fut également déclaré néfaste par le nouveau régime augustin. Cependant, petite précision, il est important de noter que, contrairement à d'autres cas avérés de damnation memoriae, il n'y a pas eu d'atteinte portée au cadavre de Marc-Antoine. Sauvé. Une fois le régime augustin installé, la mémoire de Marc-Antoine semble avoir fait l'objet d'une forme de réhabilitation. Aucune érasion n'apparaît dans les fastes triomphants d'Auguste en 18 et 19 avant Jésus-Christ. Comme le rappelle l'historien romain Tacite, quand l'arc d'Auguste fut remplacé en 19 par un arc à triple arche, pour commémorer le retour des anciennes Partiques, le nom d'Antoine fut remplacé dans la liste des triomphateurs. Bien qu'Octave, en tant qu'impérator ennemi d'Antoine, a démontré sa position de vainqueur dans le contexte des guerres civiles en punissant la mémoire de son rival, il a tenu par ce geste à devenir le prince de tous les Romains réconciliés après le traumatisme des guerres civiles. Mais cette démarche de réhabilitation de la mémoire est avant tout un calcul politique. Octave, désormais l'empereur Auguste, souhaite éviter de faire de Marc-Antoine un martyr pour ses opposants. La réhabilitation entraîne un oubli bien plus discret qu'une condamnation. Après avoir éclairci tout ça, nous allons voir qui était véritablement Marc-Antoine. Parce que je pense que vous l'avez compris, la vie de ce dernier est à nuancer. Marc-Antoine se pose comme l'héritier spirituel de César. Il assume totalement l'idéologie royale hellénistique de César. Marc-Antoine est un Philimène de longue date, un général en quête de ressources cherchant à assurer l'approvisionnement de Rome et la récompense de ses vétérans. La relation entre Marc-Antoine et Cléopâtre est avant tout une alliance politique. L'Égypte, carrefour de la Méditerranée, est située aux portes de l'Empire parthe, principal danger extérieur pour l'Empire romain. C'est bien sa passion légendaire avec Cléopâtre qui va servir de base à le discréditer. Octavien, à travers une gigantesque campagne de diffamation,
va se tenir en tant que défenseur de la romanité en Occident, tout en faisant de Antoine un oriental dépravé, manipulé par Cléopâtre, cette dernière étant une femme, une reine et une orientale, trois choses détestées par les Romains. Mais cependant, la réalité reste nuancée. Certes, Marc-Antoine et Cléopâtre sont amants dès les années 41 et moins 40 avant Jésus-Christ. Cependant, cela n'a pas empêché Marc-Antoine de rester auprès d'Octavie, sa femme et la sœur d'Octavien, pendant 4 années sans chercher à revoir Cléopâtre. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. J'espère vous retrouver pour la prochaine vidéo qui portera sur le pharaon Akhenaton. En tout cas, ça m'a fait plaisir de vous parler de ce personnage, car n'oubliez jamais qu'aucune personne ne mérite d'être oubliée.